Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue pour la dernière émission de la semaine qui sera aussi la plus passionnante. C'est le principe du bouquet final. Nous allons parler aujourd'hui de 4 sujets d'actualité. La nomination attendue puisqu'il est le seul candidat de Christophe Castaner comme délégué général de La République En Marche. Peut-il rester au gouvernement? Doit-il faire un choix? Nous en discuterons. Nous parlerons de Jean-Luc Mélenchon qui fait l'objet de 2 enquêtes journalistiques de nos confrères L'Express et Capital. Le canon à merde va encore tonner contre moi. C'est pas moi qui le dis, j'oserais pas. C'est Jean-Luc Mélenchon. À juste titre, on en parlera. Nous reviendrons aussi sur les prières de rue qui avaient lieu à Clichy-la-Garenne depuis plusieurs mois chaque vendredi, mais pas aujourd'hui puisque le préfet des Hauts-de-Seine les a interdits. Et puis, on regardera tous ensemble cette incroyable vidéo d'un robot humanoïde absolument performant. Regardez, il fait des choses que même nous, on n'arriverait pas à faire. Et est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter? Nous en reparlerons avec nos 4 invités. Bonsoir Hervé Nathan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Marianne qui fait sa couverture cette semaine sur le harcèlement sexuel et les 2000 victimes oubliées. Bonsoir Benjamin Grange. Bonsoir. Vous êtes président de Dentsu Consulting et directeur général de Dentsu Aegis France. Votre domaine d'expertise, c'est la communication numérique, l'e-réputation, les stratégies d'influence, c'est bien ça? Tout ça. Bonsoir Eugénie Bastier, journaliste à la rubrique Débat et Opinion du Figaro. Vous êtes aussi rédactrice en chef politique de la revue Limite. Votre dernier livre, qui était peut-être le premier aussi, je ne sais pas. Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, votre dernier livre en date, Adieu Mademoiselle, la défaite des femmes, est paru l'année dernière aux éditions du Cerf. Et Karl Meus nous a rejoint également. Bonsoir, Karl, vous êtes le rédacteur en chef politique du Figaro Magazine. Figaro Magazine qui met en couverture ce week-end les hommes du président, et en particulier 2 personnages aussi mystérieux que puissants, le secrétaire général de l'Élysée et Ismaël Emelien, le conseiller spécial de Macron. Et vous avez participé à ce dossier, notamment pour voir quelle place reste-t-il au Premier ministre Édouard Philippe face à un exécutif élyséen aussi omniprésent. Parlons donc, pour commencer, restons plus exactement dans le parti du président, La République En Marche. Vous savez, Christophe Castaner est le seul candidat au poste de délégué général du parti du président. La dernière discussion en date, c'est de savoir est-ce qu'il peut cumuler ce poste avec celui de secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. C'est sa fonction actuelle. Eh bien, pour lui, la réponse est oui, avec un argument assez simple. Faut bien vivre. À mon âge, je ne suis ni retraité, ni riche à tel point de pouvoir arrêter toute activité. Je ne prends pas un nouveau métier, je ne suis pas rémunéré sur ce nouveau métier. Je suis juste un animateur, un facilitateur. Et à côté de ça, il faudra que j'ai une activité. Donc je cumulerai une activité. Nathan, qu'est-ce que vous pensez de cet argumentaire? Oui, c'est relativement simple. S'il démissionne du gouvernement, à connaissance, il est bien député. Il redeviendrait député. Il aurait une activité, celle de faire la loi, de contrôler le gouvernement, etc. Dans ce poste-là, il pourrait très bien être le président, le secrétaire général, en tout cas le leader du parti La République En Marche. Le délégué général. Le délégué général, excusez-moi, je cherche le terme. Voilà, donc je ne comprends pas une telle réponse. C'est-à-dire que ça veut dire que s'il n'est pas au gouvernement, il ne peut rien, alors qu'il peut être député. Ça veut dire quel mépris pour la représentation nationale, sous-jacent. Voilà, c'est ce que je pense. Autre chose, c'est, je sais qu'il y a une polémique sur interne, etc. Moi, ce que je me souviens, je pense que tu t'en souviens, c'est que, à part au Parti Socialiste et au PSU, il y a encore une quinzaine d'années, la désignation par l'exécutif du leader du parti, c'était une chose courante, à droite. Voilà. Et quand c'est au Parti communiste, c'était dans un pays étranger qu'on désignait le leader du parti. Ça, c'était le bon temps. Et ensuite, on réunissait comme elle est La République En Marche, on réunissait un congrès pour faire applaudir. Donc, d'une certaine manière... voilà. Pardon ? Là, c'est Mme Merkel qui devrait décider, peut-être. Je suis taquine. Eugénie Bastier, en fait, la vérité, c'est probablement qu'il est ministre, il a envie de le rester. C'est humain, non? C'est quand même un beau poste. Ce qui gêne, c'est le décalage entre la volonté affichée d'Emmanuel Macron de rompre avec la vieille politique et cette pratique du cumul qui, en effet, avait été utilisée par Alain Juppé, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, qui étaient en même temps chef de la majorité et au gouvernement. Et ces pratiques qui sont anciennes
tranche avec cette volonté de faire une nouvelle politique. Et je pense que ça montre également à quel point En Marche est un parti virtuel qui n'a pas réussi à faire émerger des nouveaux talents et des seconds couteaux, en fait, qui seraient capables de rivaliser avec Castaner. Et le seul finalement lieutenant dont dispose Emmanuel Macron dans sa majorité avec Richard Ferrand, mais qui est un peu sali par les affaires, c'est de Castaner. Et il n'y a pas de talent qui ont réussi à émerger. Et de ce point de vue-là, on peut dire que En Marche n'a pas accompli ses promesses. Comment on explique ça, Karl Meys, avec l'engouement qu'il y a eu autour de La République En Marche, autour d'Emmanuel Macron, qui est entouré notamment à l'Élysée des plus brillants esprits de la République, on n'a pas réussi à trouver un patron qui puisse être là à plein temps pour le parti? Non, parce que tous ceux qui ont concouru à la création d'En Marche, en fait, sont partis à l'Élysée. Ismaël Emelien, qui est celui dont on dit qu'il a vraiment tout organisé dans les statuts et tout ça, de Normandie, je viens de Normandie, tous les deux ont été à l'origine d'En Marche, ils ont créé ça, et ils sont aujourd'hui l'un à l'Élysée et l'autre au gouvernement. Et au fond, ce qui est très curieux avec Emmanuel Macron et la Macronie, c'est qu'au fond, il met à des postes, je pense président du groupe à l'Assemblée nationale, délégué général d'En Marche, des gens qui n'ont aucune envie d'être là. Richard Ferrand, il voulait être ministre. Il a fait tout ça, c'est pas pour être président du groupe. D'ailleurs, il râle, il le fait suffisamment savoir. Christophe Castaner, il n'était pas candidat pour être délégué général. Vous avez vu, il était très content d'être au gouvernement et il veut y rester. Et bien pourtant, c'est lui qui a été nommé parce qu'en Macronie, il ne faut pas avoir ce que Emmanuel Macron appelle d'agenda caché. Il se méfie. Parce qu'il faut dire qu'il a été à bonne école d'expérience. Il a vu pendant 5 ans Manuel Valls torpiller le quinquennat de François Hollande parce qu'il avait son agenda qui était « je veux être moi candidat ». Ça veut dire que dès qu'il y a une tête qui dépasse, il la sort du gouvernement pour pas forcément il la sort du gouvernement, mais en tout cas il ne la nomme pas à un poste où au lieu de travailler pour Emmanuel Macron, il travaillerait pour lui. Je pense, exemple, Benjamin Griveaux, dont tout le monde sait qu'il a des ambitions à Paris et qu'il était candidat pour être à la tête d'En Marche, qui a été écarté, parce qu'à ce moment-là, s'il était à la tête d'En Marche, il n'aurait plus pensé qu'à se faire élire à Paris, plutôt que d'aider Emmanuel Macron. Là, Christophe Castaner, comme il ne veut pas ça, et qu'au fond, voilà, il fera très bien le job. Est-ce qu'on découvre, Hervé Nathan, que finalement Emmanuel Macron, il n'est pas aussi cool que ce qu'on imaginait pendant cette campagne présidentielle? Ceux qui découvrent ça, alors maintenant seulement, là pour le coup, je pense qu'ils ont raté 1 an de politique en France. C'est-à-dire pour être capable d'avoir fait ce qu'a fait le président de la République actuelle, c'est-à-dire démissionner, se présenter, faire croire à François Hollande qu'il ne le ferait pas tout en préparant, etc. Il faut avoir une volonté de faire. Il est le plus autoritaire de tous les présidents qu'on a connus. Il est très autoritaire. Il est autoritaire dans une tradition qui est une tradition française, c'est de la technocratie française, telle qu'elle est issue notamment et incarnée par l'inspection des finances, dont il est issu, et qui pense que l'État justifie, l'exercice de l'État, effectivement, justifie toutes les duretés. Et pour le coup, ceux qui l'entourent lui ressemblent. D'une certaine manière, il a construit autour de lui. Si on suit effectivement l'enquête du Figaro Magazine, mais on avait fait aussi une du même genre. Ce qui est impressionnant, c'est à quel point il y a une cohérence de la structure élyséenne, du groupe qui est extrêmement fermé et qui reproduit l'attitude autoritaire. Je veux dire, Alexis Collère est aussi peut-être plus autoritaire que son patron lui-même. Il y en a un qui en a fait l'expérience malheureuse, c'est le chef d'état-major des armées, par exemple. Je pense que ce que ça révèle aussi, c'est qu'il n'y a pas de macronisme en dehors de Macron, en fait. C'est que Macron, en fait, est le visage donné à la technocratie, une vision pragmatique de la politique, mais qui n'est pas idéologique. Et qui dit pas d'idéologie, il dit pas de militants, donc pas de parti. Et en fait, il ne peut pas exister de parti macroniste, puisque le macronisme, c'est la technocratie avec un visage. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a eu cette phrase dans un discours récemment, il a dit « Nous n'avons qu'une seule obsession, l'action. Nous n'avons qu'un seul horizon, maintenant ». Devant ça, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une formule absolument extrêmement technocratique et froide. Personne ne peut être contre l'action, personne ne peut être contre maintenant. Et il n'y a pas d'idéologie derrière, donc pas de militants et pas de figures qui peuvent émerger. Et je pense que c'est révélateur dans ce sens. Ça risque de lui poser un petit problème quand les élections vont approcher. Parce que il faudra bien présenter des listes aux européennes en 2019. Et surtout, ce qui va être à mon avis encore plus compliqué pour un parti que le parti macronien, s'il n'arrive pas à se structurer avant, c'est les élections municipales. Parce que là, non seulement il faut trouver des gens à présenter dans chaque commune, mais en plus, il faut des gens pour distribuer les tracts et faire les cages d'escalier, comme on dit. Et là, si les gens ne croient pas dans les candidats, ils n'y vont pas. C'est-à-dire les militants n'iront pas faire les cages d'escalier pour un leader qui leur sera imposé d'en haut juste parce qu'ils seront disciplinés. Ça ne se fait pas. Pour la politique, c'est fini, ça.
Benjamin Grange, nos amis de l'Institut Odoxa ont sondé les Français cette semaine sur tous ces sujets. Qu'est-ce qu'ils en pensent? D'abord, le fait que ce soit le président de la République qui nomme le patron du parti, est-ce que ça les choque? Alors, on a posé cette semaine une question assez entière, qui est de dire, est-ce que c'est choquant, cette méthode? Et donc, on peut dire que plus de la moitié des Français jugent effectivement que les modalités d'élection de Christophe Castaner, et on le voit d'ailleurs à l'écran, sont choquantes. Alors après, suivant évidemment les origines politiques, c'est plus ou moins marqué. Les sympathisants du Front National se disent à 63% choqués, suivis de très près à 62% par les sympathisants de gauche. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ceux de La République En Marche. Puisqu'on se souvient de la fronde des 100, eh bien, c'est quand même 17% des sympathisants de La République En Marche qui, aujourd'hui, se trouvent choqués. Alors après, quand on est allé plus loin, on a creusé l'impact en termes d'image sur le parti, évidemment sur Christophe Castaner. Alors il faut savoir que Christophe Castaner, si on prend les réseaux sociaux, est un personnage qui est très apprécié. On en parle beaucoup. C'est presque le 6e personnage dont on parle le plus dans le gouvernement. Et là, finalement, il ressort de de ces déclarations et puis de cette échéance avec une image un petit peu troublée, parce que finalement, le fait qu'il puisse cumuler cette double casquette, ça énerve et ça abîme son intégrité. Évidemment, il était reconnu comme tel et avec une véritable sincérité. Et puis, finalement, les modalités de sa nomination, sans vote, aujourd'hui, elles appellent à un certain nombre de critiques. Parfois, d'ailleurs, on dit est-ce que c'est un parti comme les autres? Et d'ailleurs, c'était une des questions que l'on a posées aussi cette semaine et qui a abouti au fait que 3/4 des Français jugent La République En Marche un parti pas plus démocratique que les autres. Alors, je vous donne en vrac les réactions des internautes. Janine Rennery qui nous dit « La République En Marche est un parti moderne, plein de projets pour nos jeunes. Lola Blu est moins enthousiaste, je dirais plutôt une secte. » Et Valérie Rouabi ajoute « La secte et son gourou. » Alexandre trouve qu'En Marche est un parti du très vieux monde puisqu'il incarne une idéologie d'extrême centre qui a existé du Consulat à la Restauration en France. Alexandre qui était féru d'histoire et qui ajoute « Arrêtez de dire qu'il y a eu de l'enthousiasme pour Macron. Il n'y a jamais eu d'enthousiasme. Regardez les scores du premier tour. Macron 24, Le Pen 21, Fillon 20, Mélenchon 19,5. Karl Meus, en fait, c'est pas très nouveau que ce soit le président de la République qui verrouille le patron du parti. Oui, en fait, Nicolas Sarkozy, c'était la même chose. C'était Xavier Bertrand, ça, qui était le patron du parti à l'époque. Au début, c'était Patrick Devedjian, qui, faute de ministère, parce qu'il lorgnait sur le ministère de la Justice en 2007, et il s'est fait dépasser par Rachida Dati, et en sorte de lot de consolation, Nicolas Sarkozy lui a donné le parti. Et il n'en voulait pas, ça ne l'intéresse pas. Et d'ailleurs, il n'était absolument pas fait pour ça. Patrick Devedjian, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui veut agir. Il n'était pas du tout dans tout le travail qu'il faut faire dans le parti, qui est un travail très ingrat. Donc à la fin, effectivement, il a été remplacé par Xavier Bertrand. Et François Hollande a fait pareil, d'une certaine manière. Il a au début gardé Harlem Désir en se disant ça ne me posera pas de problème. Et puis quand ils se sont rendus compte qu'Harlem Désir, non seulement ne faisait pas d'ombre, mais n'existait pas du tout, et que ça posait un problème au parti, il a tout fait pour l'exfiltrer. Alors là, pour le coup, il l'a mis au gouvernement et il a mis Jean-Christophe Cambadélis. Donc au fond, on voit bien que le Nouveau Monde ressemble furieusement à l'Ancien Monde. Et ce qui est très amusant par rapport à ce que disent les internautes et au fonctionnement d'En Marche, c'est que quand on voit le fonctionnement, nous journalistes, on dit aux dirigeants d'En Marche, non, mais vous ne pouvez pas faire ça, le vote à main levée, ça n'existe que dans les assemblées générales de l'UNEF ou au Parti communiste. Ouais, quand chinois, on l'a vu. Voilà, c'est ça, quand on veut terroriser les indécis, on fait un vote à bulletin secret. Première réaction, c'est pas du tout, nous on est un parti moderne, au contraire, tout le monde pense la même chose, ça ne nous dérange pas de ça. Sauf qu'à la fin, finalement, il se range à l'avis quand même de ce qu'ont dit les observateurs, et donc demain, il va y avoir un vote à bulletin secret. Autre exemple... Mais avec un seul candidat ? Non, là sur le bureau exécutif. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs listes là, pour le bureau. Il y a plusieurs listes. Par exemple, pareil, il y a plusieurs listes pour le bureau exécutif. 4, ils sont tous d'accord quand même sur l'ensemble. À la fin, c'est Castaner qui sera élu. Et on leur dit, mais vous avez 4 listes, mais vous ne les avez pas confrontées. Pas besoin de confronter, de toute façon, ils sont là comme ça. Machin. Bon, et puis finalement, ils ont organisé un débat. Mais alors, comme ils le font au dernier moment, le problème, c'est qu'ils font un débat jeudi soir, diffusé sur Internet ou sur leur réseau, très peu de gens qui l'ont regardé.
Hervé Nathan, est-ce que vous trouvez que Alexandre, sur les réseaux sociaux, est de mauvaise foi quand il dit « Je trouve que le mode de désignation du chef d'En Marche ressemble beaucoup à celui du FN ». C'est peut-être un petit peu exagéré parce que il y a eu des candidats contre. Il y a eu Gollnisch. Il y a eu Gollnisch contre. Oui, c'est vrai. On même au Front National. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une dynastie et que le poids du nom Le Pen, on l'a tous dit, comptait énormément et donc il y avait assez peu de danger, mais il y a eu une vraie contestation et puis d'un projet différent, puisque là pour le coup les projets étaient différents, et donc là il y a eu une confrontation de ligne au moment de la désignation de Marine Le Pen à la présidence du Front National. Je trouve qu'il y a quelque chose auquel il faudrait un peu faire attention, c'est que d'une certaine manière c'est pas encore un parti, La République En Marche, de la même façon que la France Insoumise. Oui, c'est d'abord un fan. Oui, d'une certaine manière, c'est vrai que ça se fait autour de la personne de Macron. Et qu'à partir du moment où c'est très difficile d'organiser un débat de ligne dans des structures aussi jeunes, aussi lâches et aussi dans lesquelles on n'arrive pas à comprendre comment se structuraient des courants. Et donc on comprend qu'il y a la tentation d'agir par le haut, mais c'est un peu la même chose à la France Insoumise, parce que en fait Jean-Luc Mélenchon, on parlera tout à l'heure, lui il a gelé le débat sur la ligne en disant nous avons un programme, pas question de revenir dessus. Il a dit le programme c'est le programme présidentiel, on l'a élaboré ensemble, pas question de revenir dessus, alors qu'il y avait des militants qui disaient on pourrait revisiter certaines choses, et la marche vers l'élaboration de la structuration de la France Insoumise, c'est un peu les mêmes hésitations, parce que là aussi, il s'agit d'un conglomérat assez divers qu'on a du mal à structurer. C'est pas comme le Parti Socialiste ou certains partis qui, on s'entend derrière eux, savent comment on combat ensemble et à quel moment on se retrouve et à quel moment on peut se séparer, à quel moment on peut faire des compromis. Voilà, c'est la différence. Jean-Luc Mélenchon, parlons-en. Il y a deux de nos confrères qui ont lancé des enquêtes journalistiques sur lui, qui du coup lui ont envoyé des questions. Il s'agit de l'Express et de Capital, et Jean-Luc Mélenchon a fait quelque chose d'assez original. Il a choisi de répondre aux questions par avance sur son blog, de façon assez offensive. Je sais que le canon à merde va encore tonner contre moi cette fois-ci. D'ici quelques jours, Capital et l'Express veulent tirer leur salve de commande. Alors, on a vu le papier de l'Express. En fait, ça revient sur des avantages dont il aurait pu profiter alors qu'il n'était plus conseiller général de l'Essonne, notamment une voiture. Tout ça n'est pas forcément très nouveau, mais la virulence de la réaction de Mélenchon laisse peut-être à penser que quand on est de gauche et qu'on est supposé défendre le peuple, on aurait un peu moins le droit de profiter du système. C'est votre avis, Génie Bastier ? C'est sûr, quand on a écrit un livre qui s'appelle « De la vertu », on prône la nécessité de la vertu en politique, on ne peut rien se permettre. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, Mélenchon, il dit « Il est impossible que j'ai commis quelque acte délictueux ou immoral que ce soit ». Très sûr, immoral, c'est-à-dire qu'il n'a commis aucun acte immoral. Donc c'est vrai qu'il a une responsabilité, Mélenchon, en se posant en figure de Robespierre. Robespierre était incorruptible. Ça ne fait pas lui forcément un grand homme, mais en attendant, il n'était pas corrompu. Donc je pense que dans ce point de vue-là, Mélenchon, en effet, sent sur ses épaules cette responsabilité. Il sait qu'il ne peut rien se permettre. Après, je pense qu'il est en train de glisser quand même dans une paranoïa par rapport aux journalistes qui est de plus en plus virulente. Son billet de blog est quand même truffé de mots extrêmement durs à l'égard des journalistes. D'ailleurs, ils se vantent d'avoir des taupes insoumises à l'intérieur des rédactions en disant heureusement, dans chaque rédaction, il y a des insoumis qui m'informent sur les enquêtes en Même cours. Au Figaro, Peut-être, il faut lancer une enquête. Mais donc voilà, il y a ces espèces de paranoïa qui s'installent chez les leaders de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis des journalistes, et c'en est qu'un énième épisode. Mais sur les enquêtes qui sont sorties, franchement, ce qu'on lui reproche, c'est vraiment des broutilles. Hervé Nathan, il en fait trop ? Alors, je ne voudrais pas être le journaliste qui défend Jean-Luc Mélenchon. Il a besoin de personne, et surtout pas le journaliste pour ça. Non, il n'en fait pas trop si on se réfère à ce qu'il pense du rôle des médias dans la politique. Il avait fait une interview il y a quelques années à Média, un trimestriel, dans lequel il expliquait qu'il fallait se servir, il fallait faire il fallait faire du judo avec les journalistes, et c'est exactement ce qu'il a fait. Les journalistes de l'Express, je sais pas comme on ne sait pas ce qu'il y a dans Capital, on s'abstiendra d'en dire quoi que ce soit, mais en tout cas pour l'Express, il les a devancés, donc il a ruiné leur enquête, il les a un petit peu ridiculisés, parce qu'en fait, ça fait bête de sortir un papier dans lequel, en fait, les réponses sont sorties déjà avant, enfin, les collègues se retrouvent dans une situation un peu impossible.
Mais c'est quelque chose qu'il a théorisé avec ses amis qui étaient avec Delapierre. Il avait théorisé ça en disant il faut faire des médias, les représentants du système, montrer que ce sont nos ennemis, et avec cette bataille-là, nous serons populaires chez les électeurs. Je résume, c'est ça. Et là, il est en train de reprendre, il le reprend avec la virulence qu'il avait il y a quelques années, qui avait légèrement baissé au moment des élections. Mais il reprend quelque chose qui est une manière de faire. Tout le monde se souvient de cette altercation avec un jeune journaliste stagiaire qui intervenait et qui lui disait petite tête, tais-toi. C'était extrêmement violent vis-à-vis, en plus, d'un jeune confrère qui était encore en école de journaliste, si je me souviens bien. Donc il l'avait avec un mépris terrible. Donc voilà, il était capable de ça. Donc il est revenu à ça. Et je pense que, d'une certaine manière, c'est un sacré client pour les journalistes. Ouais. Benjamin Grange, est-ce que le journaliste bashing fonctionne bien ? Je ne sais pas si le journaliste bashing fonctionne bien. En tout cas, on a regardé cette dualité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être de gauche ou d'extrême gauche et en même temps riche, et voir comment les Français perçoivent finalement ces deux notions. Et finalement, ce qui surprend, voire choque le plus, c'est pas tant les deux notions l'une à côté de l'autre, c'est plutôt la manière dont l'enrichissement personnel s'opère. C'est-à-dire que Pierre Berger ne choque personne. Voilà. Et pourtant, il est à la fois, voilà, il est à la fois avec un gros patrimoine et en même temps très clairement de gauche. En revanche, le petit enrichissement personnel, la gratte, ce qui finalement passe pour être une forme de combine. Avec tout ce qu'on peut trouver, des petites affaires, des doutes, etc. Et c'est vrai que si on creuse un peu, Raquel Guérido, elle est un peu pointée du doigt aussi sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont des choses et des comportements, même si on est dans le domaine de la moralité la plupart du temps, c'est ça surtout les comportements qui choquent. C'est peut-être aussi parce que simplement les gens ne se rendent pas compte de ce que va être, par exemple, je pense que le patrimoine d'un Pierre Berger ou d'autres personnalités de ce type-là, pour les gens, c'est incompréhensible. C'est-à-dire la richesse de l'homme d'à côté, le voisin. Attention à ce qu'on dit, on met derrière la gauche. C'est-à-dire que Jean-Claude Michéa fait une distinction entre gauche et socialisme. La gauche, c'est le parti du mouvement libertaire, etc. Pierre Berger, de ce point de vue-là, est un homme de gauche libertaire qui prône l'émancipation individuelle avant tout. Donc on ne peut pas lui dénier qu'il n'est pas de gauche, mais ce n'est pas un socialiste et ce n'est pas un anticapitaliste. Alors de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut être socialiste et anticapitaliste et très riche, je pense que c'est un peu plus difficile. C'est intéressant parce que dans leur déclaration de patrimoine, dans les déclarations de patrimoine des différents candidats à la présidentielle, le plus riche, c'était Jean-Luc Mélenchon, avec, de mémoire, 1 130 000 euros de patrimoine. Oui, Karl Mayus, est-ce que vous croyez que les électeurs en voudront à Mélenchon de ces révélations, ou est-ce qu'ils... Ça dépend. Si dans les révélations, on apprend que, ce que je vous dis, il a un peu gratté sur des choses pas très légales ou pas très morales. Il y a certains de ses proches qui ont été recrutés dans des administrations dont il était proche. Ça rappelle un peu l'affaire Fillon. Ça a cramé Fillon. Oui. Ça crame pas Mélenchon, ou c'est pas la même chose. Ma question est délibérément il faut voir, est-ce que c'est la même chose ou pas? Est-ce qu'ils ont un travail effectif? Est-ce qu'ils peuvent le démontrer? La difficulté de François Fillon, c'était de démontrer que son épouse avait travaillé. Et d'ailleurs, on attend toujours la réponse de la justice sur ce domaine-là, dans ce domaine-là. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est la dérive dans laquelle est Jean-Luc Mélenchon par rapport aux journalistes et aux médias. Vous l'avez très bien décrit, effectivement, il y a cette espèce de confrontation qui est d'ailleurs la plupart du temps surjouée. Moi, je l'ai eu plusieurs fois en débat, et il faut dire quand même aux téléspectateurs que dans les coulisses, avant et après, c'est quelqu'un pas de charmant ni adorable, mais de normal, avec qui on peut avoir une discussion. En revanche, quand vous êtes, la caméra tourne et que là, il est dans la confrontation. Donc il y a vraiment quelque part un jeu de rôle. Après, le deuxième aspect, c'est le côté, je crée ma chaîne de télévision, YouTube, dans laquelle je n'invite que des gens, alors il y a quelques gens qui vont se confronter, mais globalement, c'est des gens qui pensent comme moi, et je crée un nouveau média avec des journalistes qui seront sur ma ligne. On est vraiment dans un domaine là où, au fond, on veut rester dans son monde. Et il n'y a rien de plus sympathique, effectivement, d'être dans un monde avec des gens qui pensent que comme ça. Mais la question, Nathan, finalement, c'est est-ce que tout ça est bien démocratique dans son esprit? La volonté de vouloir cogner les journalistes, la volonté de... Écoutez, d'abord, excusez-moi de le dire ici, mais... il est vrai que les médias, les grands médias, sont dans la main d'une dizaine de très grands groupes et de très grandes fortunes. Donc effectivement, on peut se poser la question de l'utilité quand même de médias concurrents qui viendraient naître. Moi, j'appelle ça de mes voeux. De Marianne, c'est un peu son but, donc je vais pas dire le contraire. Donc je trouve normal qu'il y ait effectivement des voix discordantes et qu'ils aient la place dans le débat démocratique.
On sait bien que, et d'une certaine manière, les électeurs le pensent aussi, subrepticement en tout cas, puisque ça se lit dans les votes. Il y a un problème de pensée mainstream, et donc il y a un problème de l'expression de la pensée en dehors du mainstream. Maintenant, moi, on verra ce que donne. Alors, il y a deux choses différentes. La télé que crée Mélenchon, voilà, enfin télé Mélenchon, mais d'une certaine manière, moi je me souviens qu'il y avait un journal qui s'appelait La Nation. C'était le journal de l'UDR, voilà, la Parti gaulliste. La lettre de la Nation. Pardon, Pierre Charpie. Vous n'étiez pas né, mais c'est normal que vous Si, justement, je m'en souviens. Et il y avait un journal du Parti socialiste qui s'appelait l'Unité. Donc c'est légitime. Enfin, il était une époque où avoir des journaux de parti, c'était quelque chose de légitime, sans compter que les journaux, enfin pour la presse c'est une presse d'opinion, donnée au réseau de résistance à la libération en 1944 par le général de Gaulle. Donc nous avons une tradition comme ça. Voilà, on ne va pas la nier. Oui, par exemple, l'Humanité, organe central du Parti communiste français. Voilà. Donc il y avait ça. L'autre tentative qui va naître, c'est quelque chose d'un peu plus différent, qui est un média normalement indépendant du parti de Jean-Luc Mélenchon, même s'il y aura beaucoup d'amis. Et donc on verra comment ils se conduisent. Et là, effectivement, on verra. C'est qu'au moins les autres revendiquaient leur filiation. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, est avant-gardiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans la conquête de l'hégémonie culturelle, dans le combat gramscien, ce qu'il explique. C'est-à-dire que lui, il ne se contente pas de faire de la politique, mais il veut investir également les médias, le champ culturel. Et je trouve que bien souvent, la droite devrait s'en inspirer. Et vous ne trouvez pas qu'il y a une part d'intimidation là-dedans, qui n'est pas sereine dans une démocratie? Non. Bon, non, c'est très bien. Excusez-moi. Je peux être. Je peux être minoritaire. Je pense que non. Non, alors. Disons les choses sont en train de changer pour les journalistes. Ça, c'est vrai. Mais elles changent aussi, si on prend par exemple l'attitude d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, là aussi, il y a un changement. Je veux dire, les journalistes politiques étaient habitués à avoir les entrées, et pas que politiques, étaient habitués à avoir leurs entrées dans les allées du pouvoir. Emmanuel Macron... Pour faire leur travail. pour faire leur travail. Oui, non, mais c'est important de le préciser. Mais, non, cette voie-là est bloquée. C'était pas pour aller dans le pouvoir. Cette voie-là est bloquée. D'une certaine manière, Emmanuel Macron n'est pas dans une situation très fondamentalement différente de celle de Jean-Luc Mélenchon. Il est méfiant il est très méfiant vis-à-vis des médias et il n'accepte que ceux qu'il contrôle. Donc effectivement, nous avons. Si on le prend, ce que je veux dire, c'est si on prend globalement, ce phénomène-là, les deux ensemble, c'est intéressant. Parce qu'il faut, à ce moment-là, pour aller au bout de ce que vous dites, il faut dire à nos téléspectateurs, rappeler ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec un journaliste de France 5 qui a voulu interroger le chef de l'État qui était à l'extérieur dans une rue pour avoir des certain nombre d'interrogations, et le service d'ordre, des policiers en civil et les services d'ordre, l'ont écarté. Je me souviens, je n'ose pas imaginer que si ça s'était passé sous Nicolas Sarkozy, la bronca... Non, mais c'est important. Là, on a l'impression que ça se passe, tous nos confrères, nos consoeurs, bon, oui, c'est pas très grave. Non, c'est très, très grave. Mais là, pour le coup, Jean-Luc Mélenchon n'y est pour rien. Non, mais c'est parce que, comme dit Eugénie Bastier, Emmanuel Macron a la possibilité de le faire avec des services d'ordre. Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas loin de le faire. Je suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon ait les moyens de faire taire beaucoup de journalistes. Voilà. Il n'a pas encore le pouvoir, mais quand il l'aura, peut-être qu'il nous enverra à la guillotine. Je voulais revenir sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'habituellement, il a montré qu'il était assez bon sur sa communication digitale, mais là, il s'attaque quand même à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Parce que, d'abord, ça demande des moyens. Enfin, vous savez ce que c'est, vous, médias, que d'animer finalement une chaîne vidéo. Vous voyez la nature des médias, la nature de l'engagement. Et là, il va falloir qu'il change un peu de catégorie. Donc, on va voir. Il faudra juger sur pièce de la réalité de cette chaîne. Là, c'est l'expert en communication qui parle, mais de toute évidence, ce n'est pas gagné selon vous. Je vous propose de nous intéresser aux prières de rue. Peut-être vous souvenez-vous que depuis plusieurs mois, des musulmans prient le vendredi en face de l'hôtel de ville de Clichy-la-Garenne, qui est une ville de la banlieue parisienne, parce que leur lieu de culte avait été fermé. La préfecture autorisait ces prières. Le maire, lui, n'entendait pas de cette oreille. Il y a eu des manifestations un peu fortes d'opposition entre les deux camps vendredi dernier. Et finalement, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'interdire ces prières à Clichy-la-Garenne. Est-ce que c'est une bonne décision ou bien est-ce que s'ils n'ont pas de lieu de culte, il est normal qu'ils puissent prier dans la rue, Eugénie Bastier? Déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que le maire a fait fermer un lieu de culte. Enfin, il n'a pas fait fermer un lieu de culte, mais il louait, la mairie précédente qui était socialiste, par clientélisme, louait un local à une association musulmane qui s'en servait pour faire lieu de culte. Le maire LR a été élu, il a dit je vais construire un nouveau lieu de culte qui fait 2000 m²,
qui est un peu excentré. Il a dit que toutes les associations musulmanes se sont rendues dans ce lieu de culte, sauf cette association-là qui a refusé, en prétextant que le lieu était trop loin, insalubre et pas assez grand. C'est à peu près un quart d'heure à pied. Voilà, un quart d'heure à pied. Et donc, rue. ils ont fait ces manifestations pour obtenir un autre lieu de culte à l'intérieur du centre-ville. Donc, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est pas comme s'ils étaient complètement à la rue. Il y avait un lieu de culte prévu. D'ailleurs, après la médiation qui a été trouvée, ils vont se rendre finalement dans ce lieu de culte. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Je crois que la décision du préfet était la bonne, enfin d'interdire maintenant ces prières de rue était la bonne, parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec la laïcité, puisque l'espace public, on a le droit de faire des prières de rue dans l'espace public une fois qu'elles ont été déclarées. C'est le cas de procession, par exemple, catholique, etc. Ce qui est dérangeant, c'est cette espèce de mise en scène victimaire qu'utilisent certaines associations militantes musulmanes pour faire croire qu'elles sont victimes d'oppression en France. Et d'ailleurs, il y avait Marwan Mohamed, le président du CCIF, qui est assez controversé, collectif contre l'islamophobie en France, qui était présent au début des manifestations et qui, comme ça, alimentait en disant nous avons besoin d'un lieu de prière à l'intérieur du centre-ville pour montrer que nous existons, nous sommes là à l'intérieur, au centre de la ville. Et je crois que ça devient dangereux quand c'est manipulé par un islam politique et militant. Voilà. Hervé Nathan. Oui, je vais aller dans le même sens. Moi, je trouve que la décision du préfet a été un peu tardive. Il aurait pu agir plus tôt pour éviter que ça devienne un scandale national. Enfin, ça faisait 8 mois quand même. Ça faisait 8 mois, donc on peut se demander pourquoi l'État permet ce genre de choses. Moi, je suis assez opposé, non pas aux prières, je suis assez opposé aux prières utilisées comme un élément de manifestation. Je pense que là, pour le coup, il y a un dévoiement de la pratique des lois, de ce que permettent les lois laïques, c'est-à-dire la procession, qui est une manière de rendre grâce à Dieu, mais pas... C'est une fois par an. C'est une fois par an, c'est rituel, etc. Mais ça, donc, non, mais c'est pas simplement parce que c'est une tradition. Il arrive que la communauté juive, au moment du Nouvel An, se rende dans certains lieux qui sont des lieux publics, parce que, notamment près de l'eau, parce que ça fait partie des rites, mais c'est parce que ça fait partie du rite. Voilà. De la même façon, la procession, c'est une tradition, mais ça fait partie du rite. On se rend en procession parce qu'il y a un rite de la procession dans l'Église catholique, c'est pas juste une tradition. Donc, et là, il pourrait y avoir une nécessité d'avoir une procession pour les musulmans. Je ne connais pas assez je ne vais pas m'avancer plus que ça, mais là il s'agit d'une utilisation de la prière dans un but, tout ce qui est le plus profane, qui est d'obtenir un avantage, un terrain, un local pour une association, alors qu'en fait il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il y a des bisbilles entre courants et origines au sein de la communauté musulmane, et ils ne veulent pas prier ensemble. Je veux dire, il y a aussi ça que doivent gérer les préfets et les maires, c'est quand même une difficulté. Donc l'utilisation de la prière comme acte de manifestation, me semble, moi, déborder de l'utilisation normale de l'espace public pour manifester. Quand on manifeste, c'est pour revendiquer quelque chose, alors on revendique quelque chose. Mais on ne vient pas chercher Dieu pour ça. En plus, Karmaï, c'est explosif politiquement, ce genre d'image, parce qu'il y a une partie des Français, on l'a vu dans le passé, qui sont extrêmement hostiles à ce genre de manifestation. Bien sûr, et cette affaire a pris de l'ampleur à partir du moment où les élus de la ville de Clichy et les élus régionaux d'Île-de-France ont décidé de porter ce débat-là sur le terrain politique, en organisant une contre-manifestation. Oui, ils chantaient la Marseillaise avec leur écharpe tricolore. Voilà. On l'a vu ici même vendredi dernier. Voilà. Et ça a donné d'ailleurs lieu à un certain nombre de commentaires un petit peu surprenants où on lisait que c'était les élus qui perturbaient une prière de rue. D'ailleurs, l'association musulmane qui organisait ces prières a porté plainte contre ou en tout cas, menacé de le faire contre la mairie. Alors que, là, pour le coup, Eugénie Bastier a bien résumé la situation. En l'occurrence, c'est vrai que leur local a été fermé, mais qu'il y a eu une autre proposition. Donc, utiliser la prière de rue comme chantage, c'est vraiment jouer avec le feu dans une situation aujourd'hui qui est politiquement très tendue. Pour alimenter le débat, je vous propose qu'on écoute maintenant Abdallah Zekri. Il est membre du bureau du Conseil français du culte musulman, et président d'un observatoire contre l'islamophobie, en tout cas dénommé tel. Il était ce matin sur CNews. Écoutez. Le problème actuellement en France, il faut doubler le nombre de lieux de culte. Doubler le nombre. Il y en a déjà 2500 mosquées. Il faut à peu près dans les 5000 pour pouvoir... 5000 mosquées en France. Oui, 5000 lieux de culte. Je ne dis pas des grandes mosquées cathédrales, je dis des salles de prière de quartier, afin de mettre fin à cette prière dans les rues qui était intime. Eugénie Bastier, c'est une demande qui vous semble légitime? Écoutez, moi ça me fait penser pour le coup à Charles Péguy qui citait Bernard Lazare au moment
tous les débats sur la laïcité au début du XXe siècle. Il disait on ne peut pas pourchasser les gens qui s'assemblent pour dire leur prière. On ne peut pas empêcher ces gens-là de prier. On ne peut pas leur interdire de prier. Donc à partir de ce moment-là, on est bien obligé de leur... ils ont le droit d'avoir des lieux de culte, je le pense. Plutôt qu'ils se soient dans des caves où... finalement, où ce ne soit pas contrôlé, où la police ne puisse pas se rendre, par exemple, pour observer les prêches, etc. Je préfère que ce soit dans des lieux publics, où on puisse... voilà. Après, la question qui se pose, c'est comment financer ces lieux de culte, comment... où les mettre? Est-ce que c'est aux mairies de vendre des bails, de louer des bails en trafiquant, en jouant un peu avec la loi, etc. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'on doit autoriser justement ces mosquées cathédrales qui sont très très visibles avec les minarets, etc. Ou est-ce qu'on doit privilégier des lieux de culte plutôt discrets, ce qui est mon avis. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir construire des lieux de culte. Oui, c'est intéressant ça, parce que justement, M. Zikri dit on a besoin de salles de prière, pas forcément de mosquées cathédrales. Hervé Nathan, ça vous paraît une bonne distinction? C'est-à-dire des lieux de culte, oui, mais pas forcément ostentatoires, comme aurait dit Jacques Chirac. Moi, à partir du moment où il y a des règlements d'urbanisme, il y a des règles qui sont fixées sur la hauteur des constructions, sur leur intégration dans le site, c'est les mêmes pour toutes. Je ne vois pas pourquoi on ferait des règles ou des interdits spécifiques parce qu'il y aurait un truc qui s'appelle une tour, qu'en fait on appelle nous un minaret, mais qui fait une tour qui dépasse, et que ça ferait un problème. Moi je pense qu'en soi ça ne fait pas de problème, sauf si ça dénature totalement un paysage historique, etc. On n'imagine évidemment pas ça, pas forcément ça devant Notre-Dame de Paris à la place de la préfecture de police. Mais je ne connais pas bien l'urbanisme de la Garenne-Colombe par exemple, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Plusieurs choses problématiques. Les usines, ça fait du bruit, on peut considérer que voilà, c'est comme les cloches, il y a une réglementation sur les cloches, on ne carillonne pas quand on veut non plus, donc on peut aussi régler tout ça. La France est un pays administré, on a beaucoup de règlements et en fait on s'aperçoit qu'il suffit surtout de les appliquer. De la même manière, le préfet, je reviens dessus par exemple, le préfet aurait pu interdire la prière de rue plus tôt, et peut-être la solution serait venue aussi plus vite. Voilà. On construit, je veux dire, sur la construction des mosquées ou des lieux de culte, d'abord on en a construit beaucoup. C'est-à-dire il faut faire attention à ne pas reprendre comme ça l'idée que ce serait interdit partout. Il y a eu quelques difficultés dans certaines municipalités, mais en fait l'installation des communautés dans des lieux de culte s'est répandue. C'est-à-dire que ce qui n'était pas on n'est pas il y a 20 ans en arrière, il y a beaucoup de choses. Par contre, il y a un vrai problème pour le financement. On attend toujours que les musulmans, j'ose pas dire la communauté, parce que moi je pense que quand on connaît un petit peu, ils sont quand même assez divers. Donc les musulmans s'organisent pour le financement, rompent avec les financements effectivement à l'extérieur du pays, rompent avec le fait de faire venir des imams salariés soit par la Turquie, soit par le Maroc. Voilà, il y a tout ce travail-là qui est à faire et qu'il ne faut pas simplement s'arrêter au fait qu'un chiffre, il faudrait doubler le nombre de lieux de culte. Moi, oui, il en faut certainement plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les principes républicains font que les gens ont le droit effectivement de prier dans des conditions décentes. Ça, c'est un principe intangible de notre République. Il faut le faire appliquer, mais il n'y a pas que ça. Car même si le préfet a mis 8 mois avant d'interdire ces prières de rue, c'est peut-être le reflet d'une très grande prudence du pouvoir en général sur ces sujets. Oui, tout à fait. Là, on a exactement l'exemple. Alors, on sait qu'Emmanuel Macron va prononcer un discours au début décembre sur la laïcité. Donc, il va être très attendu. Et au fond, il valait mieux que ça soit apaisé de ce côté-là, parce que sinon, tout son discours aurait pu être pollué par la polémique de Clichy. Je vous propose qu'on passe à un sujet qui n'a absolument rien à voir avec le précédent et qui part d'une vidéo absolument incroyable que Merwan Mehadji, qui nous a rejoint du Figaro.fr, va nous présenter tout de suite. Merwan, c'est à vous. Ouais, on est bien loin des polémiques et des prières de rue. On a la naissance d'un robot de l'entreprise Boston Dynamics qui a dévoilé une vidéo pour nous le présenter. Voilà, il est à l'image. Vidéo qui a été vue près de 3 millions de fois aujourd'hui sur YouTube. Bon, ce bébé, il est déjà grand. Il fait 1m50 et 75 kg, beau bébé. Et Atlas, c'est le nom du Robocop que vous voyez. Il réalise des prouesses qui n'avaient jamais été possibles de faire jusqu'à maintenant pour un robot humanoïde. Il réussit à faire un salto arrière sans s'écraser au sol. C'est la première fois. Bon, par contre, je voudrais rétablir une vérité. Je ne sais pas si on va le voir au moment où je vais le dire, mais dans cette même vidéo, ce qui n'est pas forcément dit sur Twitter pour les personnes qui le commentent, on voit Atlas s'écraser les pieds en l'air. Est-ce qu'on peut le voir ? Donc finalement, ça ne marche pas à tous les coups. Alors évidemment, quand vous êtes derrière la caméra, vous ne gardez que ce qui fonctionne Disons qu'il n'est pas parfait. correctement.
Hervé Nathan, vous le trouvez comment esthétiquement? Imagine que la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il prend du plaisir à faire un salto arrière ou est-ce qu'il a peur de se faire un claquage à la réception? Parce que quand on voit certaines de ça, ou voilà, il y a des choses. Est-ce que le robot a peur ou est-ce qu'il a du plaisir? Ça, c'est une question que j'aimerais bien. Je le trouve moins flippant que le robot précédent qui s'appelait Spot Mini, une sorte de chien à 4 pattes. D'ailleurs, lui aussi avait fait quelques prouesses techniques, dont l'une des premières... non, pardon, excusez-moi. C'était pas des prouesses, c'est des soucis techniques. L'une des premières versions du prototype, le chien avait du mal à lâcher sa canette. Je ne sais pas si on peut le voir à l'image. Il va arriver. Toutes mes vidéos ne fonctionnent pas. Ah, parfait. Oui. Alors, c'est vers la fin de la vidéo. Bon, il avait du mal à lâcher sa canette pour la donner à son maître et il avait fini même par perdre l'équilibre à la fin de la vidéo sans qu'on sache trop pourquoi. Sur Twitter, bon, c'est pas grave, on ne le verra pas. Sur Twitter... C'est vrai que nous aussi, si on nous fait ça, on tombe. Hein. Sur Twitter, Rafik Smati, qui est entrepreneur dans le numérique, se pose la question de savoir si demain nos robots seront nos assistants ou nos exterminateurs. Quant à nos chercheurs français, ils se sont émerveillés devant cette prouesse technologique de Atlas, celle que je vous ai montrée tout au début. Mais pour en savoir plus, je vous invite à lire l'article de Marc Cherki sur le Figaro.fr aujourd'hui, qui s'intitule « Premier salto arrière d'un robot, un exploit incroyable pour les spécialistes ». Merci beaucoup. Eugénie Bassier, vous trouvez ça fascinant ou inquiétant, Moi, ces images? Pas ça du tout impressionnant. Vous savez le faire aussi peut-être, le salto c'est arrière. le faire parfaitement, beaucoup mieux que ce robot. Non, mais en fait, je me suis fait la réflexion parce que cet été, je suis allée voir le lac des Cygnes de Tchaïkovski à Saint-Pétersbourg et j'ai vu les petites ballerines danser. Je me suis dit, le jour où des robots arriveront à danser comme ça avec une telle grâce, je serai impressionnée. Mais ça m'est venu cette seconde réflexion, c'est qu'en fait, les êtres humains résisteront aux robots par le corps davantage que par le cerveau. Parce que ce qu'on voit en fait actuellement, c'est que tout ça, c'est des gadgets. Le vrai péril, c'est l'intelligence artificielle et comment les robots en fait remplacent notre intelligence et non pas nos gestes physiques. Et là, en fait, les robots humanoïdes sont bien plus en retard que l'intelligence artificielle et beaucoup moins dangereux et beaucoup moins impressionnants. Tout ça, c'est vraiment des gadgets faits pour impressionner et épater la galerie, mais en fait, c'est beaucoup plus difficile d'imiter finalement le corps humain que l'intelligence humaine, notamment dans le calcul, etc. etc. Et le vrai robot qui est intrusif et qui est dans notre vie quotidienne, c'est le téléphone portable, c'est les moteurs de recherche, tout ce qui est l'automatisation, c'est ça la véritable menace. Tout ça, c'est du gadget. Karl Mayus, vous qui êtes un sportif accompli, vous n'avez pas été non plus impressionné par ce robot? Là, on a vu la vidéo où effectivement il se cassait la figure, ce qui le rend vraiment beaucoup plus humain. Parce que pour voir des vidéos aussi de surfeurs sur les pistes ou sur les vagues, où on voit ces montages, c'est formidable, on a l'impression qu'ils réussissent tout. Mais évidemment, ils ont coupé au montage tous les moments où ils se sont cassés la figure. C'est pas comme nous, hein, on est en direct, donc nous... nous, voilà, on travaille sans filet. Oui. Mais l'équilibre est très difficile à... Ce qui est intéressant aussi par rapport à l'intelligence artificielle, ce que disait Eugénie Bastier, il y a un petit incident qui est arrivé cette semaine qui est assez amusant, c'est que, vous savez, il y a un site internet qui classe les restaurants en fonction du nombre d'avis favorables. TripAdvisor, pour ne pas le nommer. C'est vous qui le nommez. Et du coup, il y a un petit restaurant de quartier qui, cette semaine, je crois qu'il est dans le 10e arrondissement, a reçu des coups de téléphone, notamment du Crillon, disant que des personnes voulaient aller dîner dans ce restaurant-là. Et elle a dit, oui, vous savez, nous, on est quand même un petit restaurant de quartier, c'est pas, a priori, pas votre clientèle. Si, ils ont vu sur TripAdvisor, vous avez la meilleure note. Pourquoi? Parce que c'est l'algorithme qui classe en numéro 1 le restaurant en fonction du nombre d'avis. Et si tous les avis sont favorables, il est numéro 1. On voyait là, quand même, que le robot a encore un peu de temps avant de remplacer l'humain. Parce qu'effectivement, depuis, le restaurant a chuté dans le classement, puisqu'il y a eu un certain nombre d'avis moins favorables. Il y avait même un riche américain qui est allé et qui a dit « je voudrais du champagne oui. ». Et alors, on lui a dit ça coûte combien? 90 €. Et il a répondu « il ne doit pas être très bon à ce prix-là, c'est pas assez cher ». Mais revenons à nos robots, Benjamin. Oui, là c'est vraiment le cas de, pas d'intelligence artificielle, sans faire de jeu de mots, mais de bêtises artificielles. Et je pense qu'on va en voir quand même pas mal. Moi, je voulais revenir sur, alors pas sur le lac des Cygnes, mais sur la dernière série de HBO qui s'appelle Westworld. Ah, j'adore. Et en fait, elle pose le débat en fait, de l'usage amoral des nouvelles technologies. Parce que cette série-là, c'est en fait un parc d'attractions avec des humanoïdes. Donc, qui ressemblent vraiment à ce que l'on est. Et finalement, pour l'ensemble de ceux qui visitent le parc d'attractions, eh bien, on peut tout faire. Tout faire avec ces humanoïdes. On les prend comme des esclaves. On peut tuer, on peut, etc. Et donc, ça pose et ça anticipe un certain nombre de questions de la société. Finalement, exploiter les robots pour gagner plus,
voilà, on imagine très bien voilà, en tout cas l'utilité, mais en même temps, ça pose la question de la menace. Et donc, cette série-là, elle est intéressante dans sa manière dont elle pose le débat, vraiment. Hervé Nathan, vous vous sentez menacé? Enfin, pas vous personnellement. Hein, mais... Oui, personnellement, ça va. Je pense comme Eugénie que le problème, alors menace, c'est un terme fort, mais le problème sur lequel nous sommes confrontés dans les années immédiates maintenant, c'est l'intelligence artificielle. On va prendre on dit les algorithmes vont dominer la vie quotidienne des gens. Nous avons eu un problème que tout le monde a vu devant nous, tout le monde en a parlé, ça s'appelle APB. Vous savez, l'administration post-bac, vous savez, il y a eu tout le monde a dit, eh bien, tout le monde dit, ça a bugué. Ça n'a pas bugué du tout. En fait, c'est un algorithme qui donc classe les bacheliers en fonction de leur vœu. Il a dit, vous pouvez aller là, là, là ou là. Mais, et il a vraiment fonctionné de la manière dont on avait prévu qu'il fonctionnerait, et donc il a été allé jusqu'au bout. Et la France entière, en tout cas l'État, l'éducation nationale, a accepté que de l'intelligence artificielle décide de l'avenir de nos jeunes, décide de l'orientation de nos jeunes d'une certaine manière. Donc nous sommes déjà rentrés là-dedans. Et c'est pas quelque chose pour le futur. Donc on a vu la limite. La limite a été simple. La limite, c'est que le gouvernement, enfin l'administration avait fait semblant d'ignorer qu'il y aurait 40 000 candidats de plus à l'entrée à l'université cette année que l'année précédente. Et que, on est allé au bout du truc. Et à la fin, le robot APB a dit, maintenant, il faut tirer au sort parce qu'il n'y a plus d'autres moyens. Et ça, c'est redevenu un problème humain et un problème politique. Pour revenir sur ce sujet, je pense que le grand remplacement de la robotique, ça ne va pas être l'humanoïde du tout, donc ça va être l'automatisation. J'avais fait une interview d'un spécialiste américain du numérique qui s'appelle Nicolas Carr, qui avait fait un livre qui s'appelait Internet nous rend-il bête, et là qui fait un deuxième livre sur l'automatisation de la société, et il dit que le problème, c'est que l'automatisation nous promet une libération en fait, des tâches aliénantes en disant voilà, on va vous libérer, mais en fait nous libère de ce qui nous rend libres, c'est-à-dire précisément toute cette culture, tous les défis de l'existence. En fait, en nous facilitant la vie, on nous fait plus sentir le prix de la vie et de la liberté. Et il compare, en anglais, le titre c'est The Glass Cage, la cage de verre, et c'est c'est inspiré du cockpit des avions qui aujourd'hui est entièrement automatisé. Et en fait, les pilotes ne servent plus à rien. En fait, ils sont là pour vérifier les machines, pour surveiller les robots, mais finalement ils ne pilotent plus, ils n'ont plus de lien avec leur appareil. Et en fait, sous liberté, en fait, c'est un terrible ennui. Et il met en garde sur le fait que voilà, cette automatisation de la société nous aliénit notre travail, et qu'il faudrait faire, axer la technologie davantage sur l'humain que sur la technologie elle-même, parce que là, il y a une espèce d'autocentrement de la technologie sur elle-même. Benjamin ? Oui, pour aller dans le même sens, c'est effectivement les robots conversationnels, les fameux chatbots, qui aujourd'hui envahissent le plus notre quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que ces chatbots, si on se remémore finalement 1950 et Alan Turing avait posé un test qui consistait à dire, avec un certain nombre pendant 5 minutes, si le dialogue avec une machine permet de tromper 30% de 5 juges, eh bien on considère qu'il a une apparence humaine, en tout cas dotée d'une intelligence qui se rapproche de l'homme. Eh bien, il se trouve que le test de Turing, il a été réussi en 2014, en juin 2014, et depuis cette date-là, les chatbots et les agents conversationnels ne font que s'améliorer, devenir de plus en plus intelligents. Et la vraie question que ça pose, c'est si on a des agents qui sont intelligents et sur lesquels on ne peut pas avoir forcément de déterminisme sur ce qu'ils sortent, c'est comment l'homme peut effectivement les contrôler. Est-ce que vous, par exemple, parmi vos clients, il y a des gens qui vous demandent mettez en marche des robots qui vont dire du bien de notre société ou de nos produits sur Internet En fait, pour l'instant, c'est surtout dans l'optimisation. C'est-à-dire que quand on pose des questions sur Twitter, quand on pose des questions sur Facebook, quand on pose des questions sur les forums des marques, eh bien, plutôt que ce soit des gens derrière qui répondent, eh bien, c'est dans un premier temps un robot qui va faire un premier tri, qui va faire un premier filtrage, qui va se poser la question si cette demande-là, elle concerne le service client ou si elle concerne plutôt une réclamation, etc. Qui va faire remonter aussi. Non, on n'est pas tellement là-dedans. C'est surtout pour l'instant, c'est surtout l'optimisation de là où il y a
une forme de main-d'œuvre et qui nécessite de répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est le service après-vente. C'est tous les centres de contact clients. C'est là pour l'instant qu'il y a le plus de demandes, mais il y a beaucoup de demandes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de très ponctuel. Il y a aussi un secteur qu'on oublie, c'est celui de la défense, où pour le coup, là, c'est des robots beaucoup plus mécaniques, mais toujours pas humanoïdes, mais par exemple les robots tueurs. Et Elon Musk, patron de Tesla, avait alerté il y a quelques années en demandant à l'ONU d'interdire les robots tueurs, parce qu'il disait que il prédisait que ça pouvait devenir une catastrophe, puisque des robots qui sont programmés pour tuer et qui finalement n'ont aucune conscience, pourraient aller beaucoup plus loin que les humains dans l'horreur. Si tant est d'ailleurs qu'on peut être plus cruel que l'humain lui-même. Et donc il mettait en garde contre ça, et notamment les drones aussi. Les drones, absolument, qui existent déjà. Et bien sur ces réjouissantes perspectives, qui j'espère ne vont pas vous gâcher votre week-end, chers internautes, cette émission de Point de vue est terminée. Merci beaucoup à tous les 5. Et on se retrouve lundi prochain, mais à suivre la chronique d'Éric Zemmour qui va nous dire le sujet d'actualité qu'il a arrêté cette semaine. Et Hervé Nathan va regarder ça avec intérêt, il vient de nous le dire. Bonsoir.